Lady Constance Ashburn posa la licence spéciale pliée sur le secrétaire et déclara avec un calme parfait qu'Evangeline serait mariée au garçon d'écurie avant que l'horloge ne sonne 6 heures. Les mots ne l'atteignirent pas. Il ne pouvait pas. Les yeux d'Evangeline se fixèrent sur le parchemin, sur l'écriture légale serrée, sur le sceau de cire déjà brisé, sur son propre nom écrit de la main d'un clerc à côté d'un autre nom qu'elle ne reconnaissait pas. La lumière matinale entrant par la fenêtre du salon tombait sur le bureau en une longue barre jaune. Et à l'intérieur de cette barre, le papier reposait, innocent comme une facture de modiste. « Je ne comprends pas, » dit Evangeline. « Je pense que vous comprenez parfaitement. » Sa belle-mère souriait. Le sourire ne montait pas plus haut que ses pommettes. « Lord Moresby m'a fait une offre généreuse. Vous l'avez refusée. Vous avez fait une scène au bal du PNY et avez apparemment développé un talent pour humilier cette famille. Je vous ai épargné la nécessité de refuser à nouveau. » Evangeline sentit sa gorge se serrer. Elle la força à s'ouvrir. « En me mariant à un domestique ? En vous mariant à quelqu'un qui ne me coûtera plus jamais une invitation. » Lady Constance tapota d'un doigt la licence, léger comme un pianiste frappant une seule note. Son nom est sur le papier. J'ai demandé au clerc de l'y inscrire pour vous. Le prêtre du village arrivera à la chapelle à 5 heures. Vous serez habillé. Vous serez ponctuel. Vous serez enfin utile. Evangeline resta parfaitement immobile. Elle avait appris l'art de l'immobilité à 13 ans, le premier hiver après la mort de son père, la première fois que Lady Constance l'avait giflé pour avoir corrigé son français. L'immobilité avait été sa seule monnaie. Elle la dépensa maintenant comme une femme comptant ses dernières pièces. Je refuserai. Vous pouvez refuser. Sa belle-mère se leva et s'approcha de la sonnette. Elle ne l'actionna pas encore. Refusé, et Mrs. Perry sera à la prison de Fleet avant dimanche matin. La pièce n'avait pas changé, mais Evangeline sentit le sol basculer sous ses pantoufles. Elle tendit une main presque jusqu'au bord du bureau sans le toucher vraiment. Immobilité. L'immobilité était tout ce qui lui restait. Mrs. Perry a 68 ans. Oui. Lady Constance laissa ses doigts reposer sur le cordon de soie de la sonnette. Et son fils était un créancier malchanceux de cette famille, et la dette dont j'ai fait preuve d'une patience extrême est arrivée à échéance. J'ai les papiers dans le tiroir supérieur de ce bureau. Ils sont déjà signés par le magistrat. Il ne manque que mon nom en dessous du sien. Vous ne pouvez pas. Je peux. Je peux les signer et les envoyer à Reading par le courrier de 16 heures, et Mrs. Perry sera arrêtée dans sa cuisine demain. Où ? Lady Constance sourit à nouveau, seulement avec la bouche. Vous pouvez vous habiller et venir à la chapelle à l'heure dite et permettre enfin à cette maison de retrouver la respectabilité qui lui a été refusée depuis que votre père a eu l'infortune de disparaître. Evangeline ne regarda pas la licence sur le bureau. Elle regarda la petite horloge en bois de rose sculptée sur la cheminée que son père remontait chaque dimanche matin de son enfance et qui avait marqué les heures de chaque misère des 10 dernières années sans en remarquer une seule. « Qui est-il » demanda-t-elle. « Qui est qui » ? L'homme sur le papier. Oh, Luke Smith. Il est dans nos écuries depuis 2 mois. On m'a dit qu'il était compétent. On ne m'a guère dit autre chose. Lady Constance referma la licence d'un coup sec. Il a déjà accepté. Vous l'avez acheté. Je lui ai donné 10 livres et une recommandation pour une maison londonienne. Il était reconnaissant. Les domestiques le sont si rarement. J'ai trouvé cela rafraîchissant. Evangeline posa enfin sa paume à plat contre le bureau. Elle sentait le grain du bois à travers le froid de sa peau. Elle compta. Pas à partir de 1, elle y avait renoncé, mais à partir de 5, à rebours, comme son vieux maître de musique le lui avait appris avant un passage difficile. 5, 4, 3, 2. Je m'habillerai, dit-elle. Je savais que vous le feriez. Vous avez toujours été pratique quand on vous pousse. Lady Constance se dirigea vers la porte. Harriet sera votre témoin. Le prêtre est un cousin et discret. Nous limiterons l'information au registre de la maison. Je n'ai aucune envie d'en faire une affaire publique. Pas encore. J'aviserai de ce qu'il conviendra d'annoncer après la cérémonie. Après. Sa belle-mère s'arrêta à la porte. Et Evangeline, si à un moment au cours des 4 prochaines heures vous pensez que refuser serait intéressant, rappelez-vous que Mrs. Perry vous a préparé votre porridge ce matin. C'est une petite femme.
Fleet n'est pas tendre avec les petites femmes. La porte se referma avec un doux déclic qui résonna dans le crâne d'Evangeline comme le chien d'un mousquet qu'on arme. Elle ne pleura pas. Elle ne s'assit pas. Elle marcha plutôt jusqu'à la fenêtre, appuya son front contre la vitre froide et regarda le jardin d'avril. Les buis commençaient à verdir, les premiers aubépines s'épanouissaient contre le mur sud. Un merle s'agitait quelque part dans l'allée en nu au-delà du cadran solaire. Et elle tenta pendant exactement cette respiration de trouver une seule chose dans le monde visible que Lady Constance ne possédait pas encore. Elle n'y parvint pas. Au-delà de la fenêtre, le garçon jardinier poussait une brouette de gazon coupée le long du gravier, sifflant un air irlandais faux. Un pigeon ramier sur le toit du pigeonnier appela 2 fois, s'arrêta, appela à nouveau. La lumière était ce jaune miel particulier du début du printemps, mince, propre, peu généreuse, et elle s'étendait sur la pelouse en une longue barre exacte qu'une main de domestique avait tracée année après année entre les volets d'une maison qui avait autrefois été celle de son père. Evangeline retint son souffle. Le goût au fond de sa bouche était métallique, vaguement sucré. Elle l'avait goûté chaque matin pendant 8 mois dans son thé, et sa belle-mère lui avait dit que c'était le caractère du puits d'Ashburn. Elle comprenait maintenant, avec la petite précision écœurante d'un problème d'arithmétique résolu trop tard, que le puits avait été innocent. La fenêtre était froide, la vitre irrégulière, une vieille vitre ondulée pleine de bulles, et à travers elle le jardin ondulait légèrement, comme vu à travers l'eau. Elle sentait un courant d'air le long de la pluie, le bord d'avril encore accroché à la pierre. Quelque part dans la maison, une horloge sonna la demi. Une autre horloge, plus loin, suivit avec 3 secondes de retard. Elles étaient déréglées depuis qu'elle avait 12 ans, et elle n'avait jamais remarqué auparavant que le personnel avait cessé de les corriger. Les écuries. Elle serait mariée dans les écuries. Elle ferma les yeux. Elle compta le courant d'air contre sa joue. Elle compta le merle. Elle compta à voix basse de 5 à 1 à rebours, puis de 5 à 1 à nouveau. Et quand elle ouvrit les yeux, la qualité de la lumière dans la barre sur le secrétaire n'avait pas changé, la licence non plus, et Evangeline découvrit qu'elle-même non plus n'avait pas changé. Elle marcha jusqu'à la chapelle à 25,5 par la cour gravillonnée qui longeait le côté sud de la cour des écuries parce que c'était le chemin le plus court et qu'elle s'était promis de ne pas faire traîner l'heure. Le soleil était encore au-dessus des ormes. Sa lumière tombait en longs plans obliques sur le gravier, chaude là où elle atteignait ses épaules, froide sur ses mains. Elle ne portait pas de gants. Elle n'avait pas pu en trouver. Sa belle-mère ayant retiré les clés de son dressing ce matin-là, et ses doigts étaient blancs aux jointures là où il tenait le petit livre de prière en carton que Harriet lui avait glissé dans la main au pied de l'escalier sans dire un mot. Le vent venait du sud. Il sentait la terre humide et l'aubépine, et quand elle passa devant la porte de l'écurie, le foin et le cheval chaud, et la chaleur douce et aigre particulière d'une cour qui travaillait depuis l'aube. Un corbeau s'envola des ormes et traversa bas le jardin vers le verger. Un seau tinta quelque part à l'intérieur de l'écurie. Le gravier crissait petit et net sous ses pantoufles, de fines pantoufles de cuir mal adaptées au gravier que sa belle-mère avait disposé pour elle avec la cruauté particulière d'une attention aux détails. La porte de l'écurie était ouverte. Elle ne voulait pas regarder à l'intérieur. Elle regarda. Un homme en bras de chemise frottait une jument grise avec une poignée de paille. Il lui tournait le dos. Ses manches étaient retroussées jusqu'au coude. Ses avant-bras étaient brunis par le temps et parcourus du muscle discret de quelqu'un qui ne faisait pas étalage de sa force. La jument était Steadfast, sa propre jument, soi-disant vendue en octobre dernier à un marchand de Newbury, soi-disant parti. Evangeline s'arrêta dans l'embrasure avant même d'avoir décidé de s'arrêter. L'homme se redressa. Il se retourna. Il était plus jeune qu'elle ne s'y attendait et plus grand. Ses cheveux sombres étaient humides aux tempes. Il travaillait depuis longtemps. Il avait une mâchoire forte, rasée de près, et une bouche figée dans une ligne qui n'était ni boudeuse ni empressée. Ses yeux, quand ils la trouvèrent, étaient de la couleur du temps, un gris ferlant et grave, et ils l'enregistrèrent sans surprise. Miss Ashburn. Sa voix était basse. Elle avait au bord les voyelles plates d'un gars du West Country. En dessous, quelque chose d'autre, qu'elle ne parvenait pas à situer. Elle ne put répondre. Elle le regarda, lui, Steadfast, et le museau doux de la jument pressé contre l'épaule de l'homme, comme s'ils avaient un arrangement permanent. Elle pensa, absurdement, elle a menti sur Steadfast aussi. Je vous verrai à la chapelle, dit l'homme, et il retourna à son travail.
Elle marcha le reste du chemin sans sentir le gravier sous ses pieds. Le bruit de son propre cœur, haut, léger, irrégulier, prit la place du gravier dans son ouïe. L'aubépine près de la porte de la chapelle était déjà en fleurs. Une petite explosion de crème contre le son brut derrière elle, et son parfum, prairie aux accents d'amande, obscurément nuptial, l'accueillit sous le porche. Elle resta un moment sous le porche, la main sur l'anneau de fer de la porte de la chapelle, et regarda en arrière à travers la cour. La porte de l'écurie était refermée. Le rayon de soleil tardif s'étendait intact sur le gravier où aucun homme ne se tenait apparemment. Elle poussa la porte de la chapelle. Les gonds protestèrent. Le bruit des gonds, pour une raison quelconque, fut celui qui la stabilisa. La chapelle était l'ancienne, la chapelle normande en pierre au bord du parc, dont le toit avait été refait par son père l'année avant sa mort, dont le laiton avait été poli par sa mère chaque Pâques de sa vie de femme mariée. Le prêtre était un homme âgé avec un bégaiement, emprunté à une paroisse 3 comtés plus loin. Harriet Ashburn, la cousine de Lady Constance, 22 ans, sans menton et adoratrice, se tenait déjà au premier rang, tenant un livre de prière à l'envers. Évangeline entra dans la mousseline lavande qu'elle avait portée aux funérailles de sa mère. Elle n'avait pas eu le droit de la changer. La licence était sur l'autel. Sa belle-mère était assise du côté gauche de l'allée, souriante. Il y avait 3 bougies. Il n'y avait pas de fleurs. Cher bien-aimé, commença le prêtre, toussa et recommença. L'homme, Luke Smith, le palefrenier, son mari dans cette minute, entra par la porte latérale dans un simple manteau sombre qui ne lui allait pas tout à fait aux épaules. Il s'était lavé les mains et avait peigné ses cheveux plats. Il ne regarda pas Lady Constance. Il regarda Évangeline brièvement, puis le prêtre, puis le sol de pierre devant lui. Évangeline se tint à côté de lui à la balustrade de l'autel. Elle sentait le linge propre et le savon de sel, et très faiblement la prairie qui poussait à l'état sauvage dans le drain de la cour des écuries. Sa main, quand le prêtre la demanda, était calleuse à travers la paume et le long de la crête du pouce. Elle était chaude. Elle ne tremblait pas. La sienne tremblait, et il referma ses doigts autour des siens avec assez de fermeté pour les voler. Moi, Luke Smith. Moi, Évangeline Marie. Pour avoir et pour garder. À partir de ce jour, Lady Constance rit une fois doucement quand le prêtre fit tomber l'anneau. Ce n'était pas l'anneau de sa mère. C'était un mince anneau d'or ordinaire que Harriet avait été envoyée acheter cet après-midi-là chez l'orfèvre du village. Luc le glissa au doigt d'Évangeline. Son regard toucha le sien, plat, sombre et parfaitement composé, puis retomba sur la pierre. « Vous pouvez. » commença le prêtre. « Non, » dit Lady Constance aimablement. « Cela ne sera pas nécessaire. » Luc ne bougea pas. Évangeline ne bougea pas. Le prêtre marmonna le reste en une seule respiration et signa le registre d'une main qui tremblait plus que celle d'Évangeline ne l'avait fait. « C'est fait. » Le cottage, dit Lady Constance en se levant. Par tradition, Harriet, accompagnait notre mariée jusqu'à la cour. Monsieur Smith connaît le chemin. Le cottage du marié était une seule pièce de pierre au coin sud-ouest de la cour des écuries, dont le chaume s'affaissait, dont la cheminée était de travers, dont la porte avait sauté des gonds pendant la dernière pluie. Une chandelle de suif brûlait sur le coffre, projetant un petit cercle de lumière beurrée sur les dalles et jetant de longues ombres penchées sur les murs blanchis à la chaux. Un étroit lit de fer était poussé contre le mur du fond sous l'unique fenêtre, et sur le lit quelqu'un, Harriet probablement avec un sourire narquois, avait rabattu la couverture et posé un brin d'aubépine sur l'oreiller. Le brin était encore frais. 2 pétales blancs étaient tombés sur le lin. L'air sentait la pierre froide et la vieille fumée, et faiblement l'huile de harnais qui avait été gardée dans le cottage pendant les 10 dernières années. Un seul jambon pendait d'un crochet au plafond, enveloppé de mousseline, oublié. Le sol avait été balayé, mais seulement récemment, et dans le coin du fond, une petite tache humide sur les dalles marquait l'endroit où une fille de cuisine s'était hâtée dans son travail. L'unique fenêtre était étroite, placée bas, et laissait entrer le dernier bleu du soir d'avril en une mince bande au pied du lit. Évangeline entra la première. Luc ferma la porte derrière eux. Il ne la verrouilla pas. Il ne regarda pas le lit. Évangeline se tourna pour lui faire face. Elle avait répété la phrase pendant la dernière heure dans sa tête. Je ne m'assiérai pas. Sa voix n'était plus basse. Elle n'était plus plate comme celle de la campagne. C'était la voix d'un homme qui avait donné des ordres à d'autres hommes et les avait vus obéir. Elle cligna des yeux.
Elle ne comprit pas un instant à quelle langue appartenait le mot. Asseyez-vous, Évangeline, sur le bord du lit, s'il vous plaît. J'ai besoin de vous regarder. Elle s'assit parce que le commandement avait été donné avec trop de précision pour être refusé. Il ne s'assit pas à côté d'elle. Il s'agenouilla. Il prit sa main gauche, celle avec le nouvel anneau bon marché, et remonta la manche de la robe de mariée jusqu'au coude. Ses doigts trouvèrent le pouls à son poignet, son pouce appuya légèrement contre l'intérieur de son avant-bras, vérifiant la couleur de la veine. « Votre pouls est trop lent, dit-il. Vos pupilles sont dilatées. Vous avez un tremblement au pouce. Avez-vous dormi? Quoi? Avez-vous dormi, Évangeline? Non. Mal, pendant des mois. Depuis votre retour de Bath. Ce n'était pas une question. Elle le fixa. Qui? Regardez-moi. Il ne leva pas les yeux. Il observait encore le pouls à son poignet. Votre belle-mère met de la digitale dans votre thé. Une petite dose, pas assez pour vous tuer. Assez pour ralentir votre cœur, brouiller votre tête et rendre votre volonté malléable. J'ai commencé à échanger la boîte par petites quantités il y a une quinzaine de jours et complètement ce matin. Vous n'avez bu que de la camomille depuis les petites heures d'aujourd'hui. Dans 72 heures, vous serez entièrement libéré. Elle essaya de retirer sa main. Il la laissa. Qui êtes-vous? Il se redressa enfin de toute sa hauteur. La courbure du garçon d'écurie avait disparu de ses épaules. Il était. Elle ne l'avait pas vu auparavant parce qu'on ne lui avait pas permis de le voir. Près d'une demi-tête de plus qu'elle. Il recula du lit pour lui donner de l'espace. Il joignit les mains derrière lui au repos militaire. Le simple manteau sombre qui ne lui allait pas devint soudain le seul uniforme qui avait un sens. « Mon nom est Lucas Edmund Winterbourne, dit-il. J'ai été baptisé à la cathédrale de Salisbury le 11 octobre 1796. Mon père était le 9e duc de Winterbourne. Il est mort il y a 4 ans. Je suis le 10e. Sa main tomba sur ses genoux. La chandelle vacilla. Une mince rafale de vent trouva son chemin sous la porte disjointe et déplaça la flamme sur le côté. Les ombres de la pièce se penchèrent et s'écrivirent sur le mur blanchi. Quelque part dans la cour des écuries, un cheval déplaça son poids contre une cloison de bois. La cheminée du cottage, froide et inutilisée, exhala un souffle tranquille de suie qui tomba presque imperceptiblement sur les pierres. « Votre grâce, dit-il doucement en la regardant. Je m'excuse de vous avoir épousé sous un faux nom. Nous pourrons corriger le registre quand vous serez assez bien pour vous tenir debout et répondre à des questions sur la personne exacte à laquelle vous avez consenti à vous marier. Je ne vous toucherai pas ce soir. Je ne vous toucherai aucune nuit tant que vous ne me l'aurez pas demandé. Mais vous êtes, depuis un quart d'heure, la duchesse de Winterbourne, et j'ai pensé que vous deviez le savoir avant que la prochaine dose de thé de votre belle-mère n'arrive demain matin. » Évangeline ne put parler. Chaque pensée qu'elle avait jamais eue sur son propre avenir s'effondra en silence, comme une maison s'écroulant dans sa propre cheminée. Elle avait su, au cours de la dernière heure, qu'elle serait la femme d'un garçon d'écurie. Elle avait su, au cours des 30 dernières secondes, qu'elle ne le serait pas. Entre les deux, sa vie avait réarrangé ses meubles, et maintenant elle était assise au milieu d'une pièce modifiée sans savoir quel mur avait bougé. Dehors, Steadfast, pas vendue à Newbury finalement, hennit doucement contre le mur de l'écurie, comme si elle aussi avait fait partie de cela plus longtemps que quiconque ne le lui avait dit. Le soir d'avril avait fraîchi. La dernière bande bleue au pied du lit s'était approfondie en un indigo sombre comme l'encre. La flamme de la chandelle se stabilisa. La petite pièce retint son souffle. Il ne bougea pas de l'endroit où il se tenait. Il attendit. Il avait la patience d'un homme habitué à rester debout dans des pièces froides pour des raisons que les autres hommes ne comprenaient pas. « Vous êtes fou », dit enfin Évangeline parce que c'était la seule phrase que sa bouche pouvait former. « On m'a traité de pire par des personnes plus compétentes. » Il glissa la main dans son manteau et en sortit un papier plié qu'il posa sur le couvercle du coffre à côté de la chandelle de suif. « Ma commission comme 10e duc, signée et scellée. Vous pouvez la lire à la lumière que vous préférez. Je vous offrirai une meilleure lumière, mais le cottage n'en a pas et la chandelle est à moi. Si vous êtes... » Sa voix s'étrangla. Elle s'éclaircit. « Si vous êtes un duc, monsieur Winterbourne, que diable faites-vous dans les écuries de ma belle-mère, en train de frotter ma jument? » Votre jument?
Quelque chose se réchauffa brièvement au coin de sa bouche et disparut. Je me demandais quand vous le remarqueriez. Répondez-moi. Chantage, dit-il. Le mot tomba entre eux comme une pierre dans un puits. Votre belle-mère a en sa possession une lettre. Il parla vite maintenant, sans ornement, comme un homme faisant un rapport à un officier supérieur. Une lettre falsifiée sur un vrai papier Winterborn, dans une imitation raisonnable de la main de mon père. Elle prétend qu'il a eu un enfant illégitime avec la défunte sœur de votre belle-mère, Félicia. C'est un mensonge élaboré. Mon père était en mer le mois où l'enfant aurait été conçu et l'amiral peut le prouver. Mais votre belle-mère menace ma mère de sa publication depuis 9 mois. Elle a exigé 30 000 livres payables en 3 versements avec une lettre de crédit sur la maison coûte en novembre. Mais 30 000. Le premier versement est dû le 1er juin. Ma mère a 63 ans et est malade du cœur. Si cette lettre était imprimée dans les journaux londoniens, elle serait dans sa tombe avant la Saint-Michel. Je le sais. Votre belle-mère le sait. Elle a construit tout le chantage sur cette certitude. Évangeline posa une main à plat sur la courte pointe. Elle regarda la cheminée de travers. Elle regarda le papier sur le coffre. Elle ne le regarda pas lui. Et vous êtes venu ici, dit-elle, pour voler la lettre. Pour la trouver, oui. Et pour identifier qui l'a aidé à la falsifier. Il y avait un clerc dans la maison londonienne de mon père qui a disparu l'été dernier. Je crois qu'il l'a écrite, et je crois qu'il est depuis longtemps sous terre. Je travaille comme garçon d'écurie depuis 64 jours. J'ai fouillé 32 pièces de cette maison sous divers prétextes. Je n'ai pas encore trouvé l'original. Je soupçonne qu'elle la garde sur elle. Pourquoi n'avez-vous pas simplement fait arrêter pour accusation d'une duchesse douairière qui ne peut témoigner sans confirmer que la lettre existe? Votre belle-mère n'est pas une femme intelligente, Évangeline, mais elle a été extraordinairement prudente avec cette seule lettre. Mon magistrat à Reading exige l'original pour agir. Alors vous avez attendu. Alors j'ai attendu. Il ne détourna pas le regard. Et puis je vous ai vu. Elle le regarda enfin. Je suis revenu de Bath en février, dit-il. Vous êtes revenu de Bath en février. Vous avez traversé la cour l'après-midi du 14 en portant une pelisse grise et un dossier de musique, et une fille de cuisine vous a accueilli à la porte avec une tasse de thé. Et je vous ai regardé la boire. Je vous ai regardé à nouveau 2 heures plus tard. La pâleur, le tremblement, la lenteur des pupilles. Je connaissais les signes. La deuxième épouse de mon père avait une tante qui a été empoisonnée par une cuisinière en 1814 exactement par cette méthode. La cuisinière a été pendue pour cela. Je suis allé à la cuisine ce soir-là et j'ai goûté la boîte. J'ai goûté la camomille. J'ai goûté l'autre boîte marquée pareil dans un autre placard. J'ai commencé à les échanger depuis. Sa bouche était sèche. Pourquoi? Pourquoi échanger les boîtes? Pourquoi me garder en vie? Vous ne me connaissiez pas. Il soutint son regard. Parce que personne ne mérite d'être empoisonné par petites doses dans une maison qui était autrefois celle de son père, dit-il. Et parce que, Évangeline, je ne vous connaissais pas. Et puis je vous ai observé à travers une cour pendant une quinzaine de jours. Et après cela, il aurait été gênant de rester là et de vous regarder mourir. Il le dit comme un homme qui annonce le temps. Sans adoucissement, sans excuse. Elle découvrit qu'elle ne pouvait plus détourner le regard. Le mariage, dit-elle. Expliquez-le. Elle voulait ternir votre nom. Le sien aussi, mais elle était prête à payer ce prix pour vous ruiner. Elle voulait vous isoler légalement. Une fois que vous auriez épousé un domestique, toute revendication que vous pourriez faire sur le domaine Ashburn en tant que fille de votre père se dissoudrait. Une fois que vous seriez dans ce cottage, elle pourrait vous empoisonner ouvertement, et la maison supposerait le chagrin d'une union inégale. Je ne pouvais pas l'empêcher d'annoncer le mariage. Elle avait la licence à midi hier, mais je pouvais me porter volontaire pour délivrer une recommandation de caractère pour mettre mon nom sur cette licence. Il hocha une fois la tête vers le papier. Je suis, depuis 5 heures cet après-midi, votre époux légitime dans les registres de chaque tribunal du royaume. Je suis légalement sur ces lieux. Je suis légalement responsable de votre sécurité. J'ai une cause légale pour saisir tout document qui met en danger mon épouse et demain à 5 heures je cesserai d'être Luke Smith garçon d'écurie pour devenir le duc de Winterborn au nom duquel votre belle-mère sera dans une cellule à Whitson si vous m'aidez.
Évangeline prit une longue inspiration et la laissa sortir lentement. Si je vous aide. Si vous me faites confiance, dit-il, j'ai pris votre nom cet après-midi sans vous prévenir, je ne le ferai pas une deuxième fois. À partir de cette heure, Évangeline, vous saurez tout ce que je sais quand je le saurai. Je vous le promets. Je ne promets pas doucement. Je promets clairement. Acceptez-vous? Elle ne répondit pas immédiatement. Elle regarda la chandelle. Elle regarda le papier sur le coffre, qui reposait là avec son seau de cire à moitié dans l'ombre. Les armoiries Winterborn pressées dans la cire rouge en un fin relief précis. Un cerf, une molette de 6 points, la devise qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire à cette distance. Elle regarda l'homme qui avait été un garçon d'écurie ce matin et était maintenant un père du royaume, debout dans un cottage de travers au bord de la cour de sa belle-mère, attendant son verdict. Elle regarda la crête calleuse sur son pouce et la ligne de sa mâchoire et la façon dont il se tenait au repos militaire, les mains derrière le dos. La façon dont un officier commandant se tient quand il a fini son rapport et attend le verdict de sa cour martiale, sachant que les faits sont de son côté et que les faits ne sont pas, en règle générale, persuasifs face à une salle hostile. La pièce n'était pas hostile. La pièce était seulement très silencieuse. Le petit feu qu'elle n'avait pas encore remarqué, couvé dans l'âtre, bougea et s'installa dans une poignée de braises oranges. Elle commença à poser ses questions dans l'ordre plat et simple qu'on lui avait appris à poser quand elle était fille, une à la fois, chaque mot unique. La jument, sa nourrice, le thé. Il répondit à chacune de la même manière. Steadfast était à elle. Il avait payé 2 livres pour la jument en décembre et l'avait gardée dans une ferme près de Reading pendant qu'il s'établissait dans la maison. Sa belle-mère, observa Lucas, ne reconnaissait pas les chevaux autant que leur prix. Mrs. Perry était vivante et pas encore entre les mains d'un magistrat. Il n'avait pas connu la menace de Fleet jusqu'à ce que sa belle-mère l'ait faite cet après-midi à travers la fenêtre du salon, une fenêtre devant laquelle il passait chaque heure depuis le petit déjeuner, et il ferait sortir la vieille femme de la maison demain soir, escortée en toute sécurité par un homme à Reading en qui il avait confiance pour des missions plus dures que celle-ci. Le thé du matin était sûr. Il avait échangé la boîte au petit déjeuner quand la fille de cuisine avait descendu la boîte. Quant à ses propres arrangements de couchage, il les donna clairement, sur le sol, sur son manteau, à côté de la porte. Elle verrouillerait la porte derrière elle le matin quand elle retournerait à la maison. Elle se comporterait demain et pendant autant de jours que nécessaire comme une femme que l'on a battue jusqu'à la soumission et qui marche dans sa propre disgrâce. C'était le rôle qu'elle devait jouer. Il ne pouvait pas le jouer pour elle, pouvait-elle? Évangeline le regarda, le simple manteau sombre qui ne lui allait pas, le pouce calleux, les yeux gris et stables, et elle pensa à toutes les leçons qu'elle avait prises au cours des 10 dernières années dans la monnaie de l'immobilité. « Je peux le jouer, dit-elle. » Quelque chose dans ses épaules se détendit d'un pouce. « Alors demain, votre grâce, dit-il. Nous commençons. » Elle rit alors, un seul rire surpris, le premier rire qu'elle produisait depuis que sa belle-mère avait posé la licence sur le bureau. Parce que rien dans la journée n'était drôle, et que tout dans la dernière heure était absurde, et que l'absurdité était enfin de son côté. « Ne m'appelez pas ainsi, dit-elle. Pas encore. Ce n'est pas un titre que j'ai mérité. Vous le mériterez d'ici mardi en 15, dit-il. Je vous ai regardé compter vos respirations quand vous aviez peur. Je vous ai regardé garder votre main de trembler sur la balustrade de l'hôtel. Vous porterez Winterborn comme s'il vous avait attendu. La question est de savoir si Winterborn sera digne de vous. Et sur ce point, mes réserves concernent exclusivement le duc. » Elle le regarda. La chandelle vacilla. « Bonne nuit, monsieur Winterborn. »« Bonne nuit, Miss Ashburn. » Et il s'allongea sans autre cérémonie sur le sol de pierre à côté de la porte avec son manteau roulé sous sa tête, une main reposant légèrement sur la poignée d'une lame qu'elle ne l'avait pas vu porter. Elle ne dormit pas avant le cœur de l'aube. Quand elle dormit, ce fut d'un sommeil sans rêve, le premier depuis 2 ans. Le matin, elle retourna seule à la maison principale, comme convenu, et composa son visage dans l'expression que sa belle-mère attendrait. Une jeune femme au visage blanc, tremblante, choquée, qui avait enduré l'inendurable et en endurerait davantage avant la fin de la semaine. Ce ne fut pas difficile à composer. Une grande partie était vraie. La maison semblait différente dans la lumière de l'aube, comme si une partie de son hostilité s'était amincie pendant la nuit. Le hall d'entrée, marbre noir et blanc, une paire de portraits sévères d'oncle Ashburn qui avait combattu pendant les campagnes de Mulbra,
une longue horloge en acajou qui avait tenu le temps parfait sous la direction de son père et prenait 11 minutes par jour sous celle de sa belle-mère, l'accueillit avec son froid habituel. Une femme de chambre portant un seau à charbon la croisa dans l'escalier de service, fit la révérence sans croiser son regard et se hâta. Un valet dans le passage lui souhaita le bonjour et regarda ses chaussures. La maison avait commencé à comprendre que quelque chose avait été modifié par le mariage, même si personne ne pouvait tout à fait dire quoi. Évangeline comprenait parfaitement. Son nom n'était plus le sien. Son identité avait été réassignée sans cérémonie à un duc endormi sur le sol d'un cottage avec une lame sous sa tête. Sa belle-mère ne le savait pas encore. Personne dans la maison ne le savait sauf un intendant avec une clé dans son bureau et le fantôme âgé de Mrs. Harry qui faisait le pain dans la cuisine et qu'Évangeline soupçonnait d'avoir su beaucoup de choses pendant de nombreuses années sans qu'on lui ait jamais demandé. Lady Constance la rencontra dans le petit salon du petit déjeuner avec un air de satisfaction critique, comme une gouvernante inspectant une cheminée fraîchement récurée. « Vous êtes ponctuelle » observa sa belle-mère. « Je l'espérais. »« Harriet, versez une tasse de thé à votre cousine. » Harriet, qui donnait du pain au petit terrier sous la table, se leva pour verser. Évangeline accepta la tasse. Elle regarda le liquide brun pâle et fut entièrement certaine, d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer, que Lucas, le duc, son mari, avait également changé les feuilles de cette tasse. La certitude n'était pas une pensée. C'était une pression à l'arrière de sa nuque, comme si une autre paire d'yeux s'était stabilisée là de l'extérieur. « J'espère, » dit sa belle-mère, « que la nuit s'est passée sans incident. » La nuit s'est passée. Je ne demande pas de détails. J'exige l'acquiescement de votre manière en société. Vous prendrez le dogcar pour l'église dimanche. Vous vous asseoirez dans le banc familial. Vous ne reconnaîtrez personne qui vous parle et vous ne parlerez à personne. Je décrirai le mariage quand l'affaire deviendra publique comme une douloureuse nécessité. La maison soutiendra cette histoire parce que la maison dépend de ma bienveillance. Suis-je clair? Oui. Bien. Lady Constance retourna son attention au journal. Vous pouvez disposer. Votre Smith restera aux écuries. Le cottage sera désormais fermé à clé pendant les heures du jour. J'aviserai dans une semaine ou deux si je le renvoie et où je vous enverrai. Évangeline se leva et fit la révérence. C'était la révérence que sa gouvernante lui avait apprise à 8 ans, la révérence d'une jeune dame s'adressant à une femme plus âgée de rang supérieur, correcte au pouce près, pleine du poison des bonnes manières pures. Lady Constance, qui n'avait jamais de sa vie remarqué les manières empoisonnées, ne les remarqua pas. Évangeline quitta le petit salon du petit déjeuner et, dans le passage à l'extérieur, s'autorisa une respiration. Puis elle continua. Elle ne vit pas Lucas ce matin-là. Elle vit Steadfast quand elle passa devant l'écurie en allant poster une lettre à une tante dans le Yorkshire qui ne lui avait pas répondu depuis 3 ans et ne le ferait pas maintenant. Le museau de la jument se pressa contre son épaule à travers la demi-porte, doux, chaud et humide aux narines. Le souffle de Steadfast forma un panache blanc dans le froid d'avril. Une seule mèche de crinière grise s'accrocha à la manche lavande d'Évangeline et y resta après qu'elle eut continué. Un petit fil gris contre le lavande qu'elle ne remarqua pas d'abord et qu'elle refusa ensuite d'enlever. Évangeline posa son visage contre la mâchoire de Steadfast et respira son odeur. Le cheval chaud, le foin et au loin le savon de cuir, et se souvint que son père avait ramené Steadfast à la maison pendant une tempête de neige quand Évangeline avait 14 ans, glissant et jurant sur le gravier, le visage rouge, sa joie ridicule. Il avait payé cette guinée pour la jument et avait négocié ce prix à la baisse de 11 en faisant simplement rire le marchand de chevaux de Newbury. Évangeline se tenait dans l'embrasure du hall d'entrée en chemise de nuit quand il était arrivé, sa mère derrière elle dans un châle rouge, et son père avait traversé le marbre dans ses bottes mouillées et dit, tout à fait sérieux. « Je t'ai acheté une jument, Ève, et elle n'est ni belle ni rapide, mais elle est gentille, et si je t'ai appris quelque chose, c'est que la gentillesse chez un cheval l'emportera sur la vitesse de 4 miles contre 1. Elle avait 14 ans. Il en avait 49. Ils avaient eu, elle le réalisa seulement plus tard, un peu plus de 2 ans. « Je suis contente qu'il t'ait gardé, » murmura-t-elle dans le cou de la jument. « Je suis contente qu'au moins l'une de nous ait encore la sienne. » Derrière le mur de l'écurie, à 3 pieds de l'endroit où elle se tenait, un homme aux yeux gris écouta ce murmurer, soigneusement, délibérément, ne bougea pas. Ils se rencontrèrent correctement en tant que conspirateurs, pas en tant que mari et femme, le 10e après-midi du mariage, dans la bibliothèque.
La bibliothèque était une longue pièce basse de plafond sur le côté nord de la maison avec 3 hautes fenêtres à guillotine, un tapis vert-baie, un paravent de cheminée brodé par sa grand-mère en 1798, et le long de chaque mur jusqu'au plafond, les dos ininterrompus d'une collection que le père d'Evangeline avait accumulée pendant 20 ans avec plus d'enthousiasme que de discipline. Milton à côté des romans. Gibbon à côté d'un ensemble incomplet de Hume, un traité en 6 volumes sur le drainage italien rangé à côté des poèmes de Calpé parce que, disait son père, les deux concernaient essentiellement l'humidité. Une échelle sur rail de cuivre courait le long du mur sud. Un globe du monde, dont la Russie s'écaillait légèrement, se tenait dans le coin sous un buste d'empereur romain qui, pour des raisons que personne ne se rappelait, avait été étiqueté Drayen. La pièce sentait le vieux cuir, les cendres froides et la cire d'abeille que sa mère utilisait sur la table de lecture. Lady Constance était à Reading pour inspecter un nouveau cheval de voiture. Harriet était sortie faire des visites. La gouvernante était dans l'office. Evangeline, à qui on avait ordonné de rester dans sa chambre, avait plutôt porté un panier à ouvrage dans la bibliothèque et s'était assise à la table la plus proche de la fenêtre sud avec une pièce d'ouvrage à moitié feinte. La fenêtre donnait sur l'allée des Roses, où une aubépine de 4 jours s'était complètement épanouie en nuages de crème désordonnée. Les roses primaires le long du gravier avaient commencé leur seconde floraison. Un merle, peut-être le même, se disputait avec un rouge-gorge dans l'U. Evangeline tira 3 points de fil bleu violent à travers un mouchoir que sa belle-mère n'admirerait jamais. À 2h15, Lucas entra par la porte du jardin dans son manteau de garçon d'écurie, la referma derrière lui et tomba dans la chaise en face d'elle sans salutation. Il observa qu'elle avait meilleure mine. Ses yeux étaient concentrés, dit-il. Sa couleur était revenue du bon côté du spectre. Il jeta un coup d'œil à l'ouvrage et lui informa calmement que la couture était extraordinairement mauvaise. Elle acquiesça. Elle était destinée à être extraordinairement mauvaise, expliqua-t-elle. Une broderie compétente invitait le commentaire. Une broderie incompétente n'en exigeait aucun, et elle s'était entraînée à la variété incompétente pendant des années. Il la traita de menace, puis se corrigea. Elle lui avait dit de ne pas l'appeler duchesse dans cette maison, et il prit la correction avec le petit amusement silencieux d'un homme qui n'acceptait l'autorité que lorsqu'il en aimait la source. Il se pencha en arrière sur sa chaise. Il ne baissa pas la voix. Personne ne pouvait les entendre. La porte du passage était fermée. La porte du jardin était fermée derrière lui, et le cabriolet de Lady Constance serait audible 3 minutes avant d'atteindre le portail. Et elle lui demanda alors de lui dire où sa belle-mère gardait ses papiers privés, dans sa chambre à coucher, dans un cabinet ennoyé sur le mur de gauche avec une clé séparée. La clé pend à sa taille sur un ruban noir. Tous les papiers. Tous les papiers qu'elle touche fréquemment. Il y avait un second ensemble, les comptes de la maison, les correspondances plus anciennes dans le bureau de l'intendant. L'intendant était un monsieur Grimby. C'était un vieil homme et honnête. Il n'ouvrirait pas le bureau pour lui. L'ouvrira-t-il pour vous? Evangeline réfléchit. Il l'ouvrira pour moi demain matin à 7h si je lui dis que je souhaite inspecter les registres de mon père. Il était l'homme de mon père. On l'a gardé par concession. Il la déteste en silence, comme les vieux hommes le font. Bien. Vous inspecterez les registres. Je vous accompagnerai parce que la dame de la maison a malheureusement reçu l'instruction de porter son ouvrage en présence d'un domestique masculin à tout moment, une humiliation que sa belle-mère trouvera délicieuse, et qui excusera ma présence partout où vous marcherez. Evangeline sourit sans le vouloir. Elle baissa les yeux sur la broderie pour cacher le sourire. Elle lui demanda ce qu'il cherchait dans le bureau de l'intendant. Les lettres plus anciennes, dit-il. 9 mois plus tôt, Lady Constance avait commencé le chantage, et 6 mois avant cela, elle avait commencé à acquérir du papier frais avec un filigrane Winterbourne, qui ne pouvait pas avoir été acheté localement. Quelqu'un à Londres le lui avait vendu. Il y aurait un reçu ou un brouillon sur son compte, ou une lettre d'introduction à un papetier. Sa belle-mère, observa Lucas, n'était pas une femme prudente à long terme, seulement à court terme. Et le cabinet dans la chambre à coucher, demanda Evangeline. Celui-là, dit-il, était l'original de la falsification, et probablement aussi le registre de ses autres affaires. C'était la pièce qu'il fracturerait en dernier parce qu'il ne pourrait pas la fracturer 2 fois, et il aimerait être entièrement sûr de ce qu'elle contenait avant de l'ouvrir. Il n'avait pas fracturé une pièce, admit-il, depuis 1816. Il n'était pas entièrement rouillé, mais il préférait être minutieux. Elle lui demanda ce qu'il faisait en 1816.
Cambrioler un Français à Vienne, lui dit-il comme un homme qui parle du temps. Pour son pays, ajouta-t-il, et très brièvement cela avait été nécessaire. Elle dit lentement qu'il avait été espion. Votre grâce, corrigea Théil. Il avait été espion pendant 3 ans. Avant cela, il avait été officier. Avant cela, étudiant à Christ Church. Avant cela, un garçon. Il avait été, dit-il, une version adéquate des 4, et il lui demanda si elle voulait l'interroger davantage avant qu'il ne soit interrompu. Elle lui demanda tranquillement s'il avait une mère. Il l'avait déjà mentionné, fit-il remarquer. Évangeline demanda quand même son nom. Un air traversa son visage, amusé, surpris, un peu lasse. Son nom était Cordelia. Cordelia Winterbourne. Duchesse douairière. 63 ans, gentille, fragile, facilement effrayée par le scandale public, et pas facilement effrayée par quoi que ce soit d'autre. Elle ne savait pas que Lucas était ici. Elle le croyait en Écosse. Quand Évangeline lui demanda ce qu'il dirait à sa mère quand il lui rapporterait enfin la lettre, Lucas dit seulement qu'il lui dirait qu'une femme intelligente l'avait aidé à la trouver. Évangeline baissa les yeux sur la broderie à nouveau. Elle planta l'aiguille et la souleva. Planta et souleva. Elle ne faisait pas confiance à sa bouche. Évangeline. Oui. La deuxième chose que je dois vous dire, et je vous la dis parce que j'ai promis de vous dire ce que je savais quand je le saurais. J'ai trouvé hier soir dans le registre du livre de compte de l'arrière-cuisine une ligne pour une seconde boîte de camomille. L'écriture est celle de votre belle-mère. La ligne est datée du 15 avril. Le 15 est dans 3 jours. Oui. Pour qui? Pour Mrs. Perry. Il ne cligna pas des yeux. Elle a l'intention de réduire au silence votre nourrice samedi. Pas pour une raison stratégique. Je pense qu'elle fait simplement le ménage. Mrs. Perry connaissait votre mère. Mrs. Perry pose des questions sur l'argenterie. Mrs. Perry est gênante. La main d'Évangeline s'immobilisa sur l'aiguille. Elle ne la laissa pas tomber. Elle ne halta pas. Elle la posa avec grand soin sur le lin et joignit les mains sur ses genoux et regarda de l'autre côté de la table son mari. Nous l'emmenons ce soir. Ce soir? Il acquiesça. Ils ne parlèrent pas du plan dans la bibliothèque. Lucas sortit à nouveau par la porte du jardin. Évangeline retourna dans sa chambre par l'escalier de service, l'ouvrage tenu devant elle comme un bouclier. Elle croisa dans le passage supérieur la femme de chambre de Lady Constance, une femme aigre nommée Mab, et ne croisa pas le regard de la femme. Elle s'assit sur son lit et compta ses respirations. 5, 4, 3, 2. Samedi. Digital. Mrs. Harry. 5, 4, 3. Elle ne pleura pas parce que pleurer aurait exigé sa bouche et ses poumons et que les deux étaient encore pleins de la phrase « Ma belle-mère a l'intention de réduire au silence ma nourrice samedi ». Et Évangeline ne pouvait pas se permettre de gaspiller une partie de l'un ou de l'autre en chagrin. Elle pourrait pleurer dimanche. Elle se leva à 9 heures ce soir-là quand la maison fut silencieuse, s'habilla de sa plus vieille tenue d'équitation sous sa chemise de nuit afin de pouvoir l'enlever rapidement, et s'assit à la fenêtre avec la chandelle éteinte et le rideau tiré, et attendit le signal. Le signal vint à 11 heures, un sifflement bas, mince comme l'appel d'une bécasse, venant de l'allée en U sous la fenêtre. Elle descendit l'escalier de service. Elle ne prit pas de chandelle. Elle ne prit pas son livre de prière. Elle prit à la place le petit pistolet que son père lui avait donné pour son 12e anniversaire, qui avait vécu 8 ans dans un faux sac de livres sur l'étagère la plus basse de sa bibliothèque de chambre, et qui était chargé de plomb assez petit pour aveugler un homme et assez gros pour l'avertir. Lucas était dans l'allée en nu. Il portait des vêtements sombres simples maintenant, pas le manteau rugueux de garçon d'écurie. Il était tête nue. Il la regarda une fois au clair de lune, le pistolet dans sa main, la tenue d'équitation sous son manteau. Duchesse. Ne m'appelez pas encore ainsi. Je soupçonne que je devrais former plusieurs habitudes dans les 4 prochaines heures qui ne flatteront pas la prétention. Venez, Mrs. Perry est au bout de l'allée des roses. J'ai glissé un mot sous sa porte de l'arrière-cuisine au crépuscule. 3 lignes, le mot digital et l'heure de 11 heures est de ma main. Elle est effrayée et elle marche lentement. Donnez-lui votre main. Évangeline y alla. Mrs. Perry était assise sur le banc de pierre bas au bout de l'allée des roses, enveloppée d'un châle et d'un manteau et d'un autre châle, serrant un sac de voyage, respirant irrégulièrement.
Quand elle vit Évangeline, elle se leva avec le mouvement lent et résolu d'une vieille femme trop fatiguée pour pleurer. Miss Évangeline. Nurse. Mrs. Perry la regarda, elle, le manteau sombre, le pistolet, l'homme dans l'ombre de l'U, puis revint à son visage. Nous fuyons, dit-elle. Nous fuyons. Bien. Mrs. Perry transféra le sac de voyage dans sa main gauche et prit Évangeline de sa main droite. J'espérais que nous pourrions le faire. J'attends cela depuis 3 mois. Lucas souleva le sac de la main gauche de la vieille femme sans demander et marcha avec elle le long de l'allée des Roses vers la sombre allée au-delà de la haie. Une chaise attendait dans l'allée. La propre chaise de Lucas, il s'avéra, amenée d'une ferme de la paroisse voisine, dont le fermier Lucas avait discrètement payé 30 pièces de monnaie Winterborn pour garder la chose prête. Les chevaux étaient les siens. Le cocher était le sien, un homme silencieux en cache-nez, qui hocha une fois la tête à Lucas et ne regarda ni Mrs. Perry ni Évangeline. Ils roulèrent vers l'ouest. Les haies se refermèrent autour de l'allée, ruban noir contre une lune pâle, et les jantes de fer des roues de la voiture mordirent dans les ornières de craie avec un bruissement grinçant qui se stabilisa en rythme après le premier mile. À l'intérieur, la chaise sentait le vieux cuir et le savon au citron que la femme du fermier avait utilisé sur les garnitures. Un faible courant d'air passait par une fenêtre déformée, apportant avec lui le vert humide d'avril des haies, la morsure végétale plus vive de la moutarde ailée écrasée au bord, le miel humide lointain du foin coupé dans un champ à 1 mile de là. Une chouette hulotte traversa leur chemin une fois, basse et silencieuse, une forme pâle qui était là et puis ne l'était plus. Évangeline compta les hauts cakes dans le sac à avoine sous son siège par bloc de 10 pour éviter de penser au matin. Il roulait, dit Lucas, vers la maison d'un magistrat en qui il avait confiance, un monsieur Pelham de Reading, qui avait été colonel sous un cousin du père de Lucas pendant les guerres françaises, et qui à 70 ans gardait encore un pistolet chargé dans son secrétaire et signait les mandats d'une main qui ne tremblait pas. Il prendra votre déposition ce soir, dit Lucas à Mrs. Perry. Vous n'aurez pas à vous en souvenir plus tard. Vous n'aurez à vous en souvenir qu'une fois, pouvez-vous? Je peux, monsieur. Je ne suis pas, monsieur. Alors quoi puis-je demander? Êtes-vous un duc? Il s'avère que oui. Ah. Mrs. Perry hocha gravement la tête. Alors je ne serai pas troublé par la question, votre grâce, parce qu'un duc n'a pas besoin que je l'approuve, seulement que je réponde à ses questions. Évangeline, dans le coin de la chaise, pressa ses jointures contre sa bouche pour ne pas rire à voix haute. Dehors la lune d'avril était pâle. Les haies passaient en rubans sombres. Mrs. Perry s'endormit après la première heure. Sa tête contre l'épaule d'Évangeline, sa main froide, très froide, enroulée autour du pouce d'Évangeline comme celle d'un enfant endormi. Lucas les observa tous les deux depuis le coin opposé. Évangeline le remercia tranquillement sans le regarder. Il observa après un long moment qu'elle n'avait pas encore posé de questions. Elle voudrait, dit-il, lui demander pourquoi il ne lui avait pas dit quand il l'avait découvert la nuit précédente que sa belle-mère avait commandé la camomille pour samedi. Elle ne l'avait pas posé. Il y répondit quand même. Il avait voulu déplacer les pièces dans le bon ordre pour avoir la chaise ici en premier. Le magistrat prévenu, le timing de l'allée dégagée. Il aurait pu le lui dire à 9 heures du matin. Il le lui avait dit à 2 heures. Il s'excusa, et l'excuse fut donnée dans la voix qu'il avait utilisée toute la nuit, plate, prudente, entièrement sans ornement. Évangeline le regarda pour la première fois depuis que la chaise avait quitté l'allée, directement vers lui à travers l'intérieur sombre. Elle dit calmement qu'il ne devait plus jamais lui cacher une chose de ce genre, même s'il croyait que le cacher était une forme de protection, et elle exigea de lui qu'il le promette au nom qu'il lui avait donné dans le cottage la première nuit. Il promit par Winterborn, dit-il, et il le pensait de la manière dont un homme qui avait autrefois tenu une commission d'officier pensait les promesses de ce genre. Tranquillement, sans fioriture, avec l'hypothèse plate qu'une parole une fois donnée était simplement un fait de la géographie. Elle hocha la tête. Elle ne parla pas pendant une longue minute. Puis, parce que la voiture était chaude et que la tête de Mrs. Perry était lourde contre son épaule, et parce que les 3 derniers jours l'avaient creusée d'une manière qui laissait ses sentiments très près de la surface, Évangeline se pencha en avant d'un seul pouce et dit, « Lucas. » « Oui. »« Je suis contente que vous ayez été le garçon d'écurie. » Il ne répondit pas assez longtemps pour qu'elle pense qu'il ne le ferait pas, puis très bas, sans bouger de son coin. « Moi aussi, Évangeline. »« Moi aussi. » Monsieur Pelham les reçut en robe de chambre de flanelle à 2h30 du matin, une bouteille de Porto d'un côté du bureau et une Bible de l'autre.
Et Mrs. Perry fit sa déposition pendant 2 heures et 1 quart. Elle nomma des dates. Elle nomma des plats. Elle nomma l'apothicaire de Reading chez qui Lady Constance avait acheté la digitale sous le nom d'une gouvernante qui n'existait pas. Elle nomma le cocher qui avait conduit son défunt maître, le père d'Evangeline, sur son dernier trajet de retour de la maison de Londres en novembre 1816. Et elle nomma le médecin qui avait prononcé l'attaque cardiaque du maître. Et elle dit sans élever la voix, « Je me demande depuis 10 ans, monsieur, s'il a été perdu par son cœur ou par sa tasse. Je ne suis pas une femme intelligente, mais je sais compter. » Monsieur Pelham écrivit en silence pendant longtemps. Quand Mrs. Perry eut fini, il ferma le livre. « Votre grâce, dit-il à Lucas, j'ai suffisamment pour un mandat contre sa seigneurie dès lundi matin. Je requérai l'original de la lettre falsifiée pour le chef d'accusation de falsification proprement dit, et pour le chef de conspiration contre ses complices, le cocher de 16, l'apothicaire de Reading. L'empoisonnement de la nourrice seul ne condamnerait pas une dame dans ce comté sans un autre témoin vivant. 2 témoins le rendent simple. J'aurai la lettre, dit Lucas. Avant dimanche. Avant dimanche. Je vous donne ma parole. La parole d'un duc suffira. Monsieur Pelham se leva. Mrs. Perry. Vous dormirez dans le dressing de ma femme pour le reste de la nuit. Ma femme est une femme tolérante et me pardonnera. Votre grâce, j'imagine, retournera à ses écuries. Il le fera. Bonne chance, votre grâce. Merci, colonel. Ils roulèrent en retour dans la première lumière grise. Evangeline s'assit maintenant à côté de Lucas. Mrs. Perry laissait derrière, au chaud, en sécurité, une des femmes de chambre du colonel Pelham déjà levée pour lui préparer son petit déjeuner, et ni l'un ni l'autre ne parla pendant les 3 premiers miles. Puis Lucas, qui regardait par la fenêtre les haies, se tourna et la regarda et dit qu'il allait l'embrasser une fois avant qu'il n'atteigne le portail, et qu'il allait ensuite la remettre dans sa chambre à coucher et retourner à la cour des écuries, et que le baiser devrait leur durer jusqu'à ce que tout cela soit terminé. Evangeline lui dit qu'elle n'avait jamais été embrassée. Ah, dit-il, et dans la première lumière pâle du matin, ses yeux gris étaient devenus presque argentés, et il dit qu'il essaierait d'être prudent. Elle lui demanda tranquillement de ne pas l'être. Il ne le fut pas. Ce fut bref. Ce fut chaud. Ce ne fut ni balayant ni convenable. Sa bouche trouva la sienne et y resta pendant 4 battements de cœur, assez longtemps pour qu'elle sente la texture de sa lèvre inférieure, la chaleur de son souffle. Le faible goût de menthe poivrée que Monsieur Pelham avait versé dans son porto et qu'elle n'avait pas attendu, et puis il se recula lentement, comme s'il mémorisait sa bouche, de la manière dont on mémorise une rue qu'on ne pourra peut-être pas emprunter pendant des années. Mettez cela quelque part en sécurité, duchesse. Je ne pourrai le mettre nulle part du tout. Encore mieux. La voiture tourna dans l'allée. Il descendit à la porte de l'écurie. Il ne regarda pas en arrière. Evangeline marcha les 100 derniers yards jusqu'à la maison seule à travers la lumière de l'aube, le petit pistolet à plomb un poids léger dans sa poche, sa bouche encore chaude. La bibliothèque fut fermée à clé le lendemain matin. Lady Constance était rentrée de Reading à minuit d'humeur exécrable, avait exigé du thé frais, du linge frais et de nouvelles griefs, et avait ordonné que la porte de la bibliothèque soit fermée après le petit déjeuner sous prétexte que Miss Evangeline ne devait pas s'épuiser à lire. Le bureau de l'intendant, cependant, n'était pas fermé. Monsieur Grimby avait la clé à une chaîne à sa taille. Evangeline se présenta à la porte du bureau à 7 heures, avec Lucas dans son manteau de garçon d'écurie 2 pas derrière elle, comme l'épouse avait reçu l'instruction d'être accompagnée de son mari servile à tous les moments publics, et Monsieur Grimby, qui lui avait appris les comptes trimestriels Ashburn quand elle avait 15 ans, lui ouvrit le bureau sans un mot. Miss Evangeline. Mrs. Smith maintenant, je crois. Je ne reconnaîtrai pas ce nom, Miss Evangeline, si cela ne vous dérange pas. Cela ne me dérange pas du tout. Très bien. Les registres plus anciens sont dans ce coffre. Les lettres, la correspondance privée de votre père avec ses avocats londoniens, sont dans le cabinet à gauche. On m'a dit de ne pas ouvrir ce cabinet. La clé est dans mon bureau, 2e tiroir, sous l'encrier. Je suis sur le point de sortir inspecter la laiterie. Je serai absent pendant précisément 40 minutes. Evangeline le regarda. Il ne croisa pas tout à fait son regard. Monsieur Grimby. Miss, merci. J'ai espéré, Miss Evangeline, que quelqu'un commencerait à poser ces questions.
Je suis content que ce soit vous. Il sortit. Il ferma la porte derrière lui. Lucas alla immédiatement au cabinet de gauche. Il eut le verrou ouvert en moins d'une minute. Un tour de fil de fer, une pression du pouce, un doux déclic. Il ne parla pas. Il avait l'air d'un homme à une tâche qu'il avait faite de nombreuses fois auparavant. Il ne se laissa pas distraire par le contenu de la pièce, les pipes du défunt vicomte, la chouette empaillée dans le coin, la petite aquarelle de la mère d'Évangeline à 15 ans épinglée au-dessus de la cheminée. Il alla au cabinet, l'ouvrit et commença à lire. Évangeline observa son visage. 4 minutes. 6. Il sortit un mince paquet de lettres pliées d'un folio en cuir, en regarda deux, hocha une fois la tête, les renoua avec leurs cordes et les glissa dans son manteau. Il ouvrit un second dossier. Il prit 2 reçus. Il ferma le folio. Il ferma le cabinet. Il verrouilla le cabinet. Il recula. Nous avons le papier, dit-il. Et le premier des reçus qu'elle a payé pour la falsification. Maintenant, l'original, le cabinet de la chambre à coucher. Oui. Demain soir pendant qu'elle est à l'Assemblée. Demain soir, au Châteil. Elle sera sortie de 7h à minuit. Harriet ira avec elle. La femme de chambre, Mab, sera dans l'office des domestiques de 8 à 9h parce que le fils du cuisinier revient d'Oxford et que la cuisine boira à sa santé. C'est notre fenêtre, 1 heure, peut-être 70 minutes. J'irai avec vous. Vous viendrez? Il la regarda. J'avais commencé à supposer que vous le feriez. Bien. Elle secoua ses jupes. J'espère que vous n'avez pas imaginé, votre grâce, que j'avais l'intention de rester assise dans cette maison à broder mal. J'imaginais que vous broderiez encore plus mal tout en faisant d'autres choses simultanément. Je révise à la hausse chaque matin. Essayez de ne pas être charmant. Cela sape ma capacité à prétendre être terrorisé. Notez, Miss Ashburn. Monsieur Grimby revenait de son inspection de la laiterie, qui s'était bien passée. Les vaches, rapporta Théil de sa manière douce et tranquille, prospéraient. Évangeline le remercia et sortit du bureau avec son panier à ouvrage au bras et son mari 3 pas respectueux derrière elle. Et dans le passage elle s'autorisa, 1 seconde, pas 2, à sourire, une chose qu'elle n'avait pas faite sans surveillance dans la maison de sa belle-mère depuis très longtemps. Elle passa le reste de la matinée et la plus grande partie de l'après-midi à marcher dans le jardin avec Harriet, qui ne cessa de parler d'un nouveau bonnet et d'une cousine à battre et d'un problème de quantité exacte de plumes d'autruche, et Évangeline, qui était entièrement incapable de penser, trouva le flot ininterrompu de rien de Harriet étrangement reposant. Elle compta les pissenlits. Elle compta les boutons sur l'aubépine. Elle compta le nombre de fois où Harriet dit la phrase le tourment le plus absolu dans une seule phrase, 7, et ne sentit pas l'après-midi passer du tout. Le soleil se coucha à 20h07. La maison fut éclairée à 8h. À 9h elle monta l'escalier jusqu'à sa chambre à coucher, portant une tasse de chocolat qu'elle n'avait pas l'intention de boire, et la posa précisément sur le dessus de marbre de sa table de toilette. Elle resta longtemps à la fenêtre. La lune était 3 jours après la pleine et pendait légèrement de travers au-dessus de lui. Dans la cour des écuries de l'autre côté de la cour, un petit carré de lumière chaude, la chandelle dans le cottage de travers, qu'elle s'était dit qu'elle ne chercherait pas, brûlait régulièrement à travers la fine toile de lin du rideau du cottage. Elle le regarda pendant cette respiration. Elle se dit qu'elle comptait sa respiration parce que son médecin lui avait dit une fois qu'une respiration régulière stabilisait le pouls. Les 2 affirmations étaient fausses. Elle comptait parce que c'était la seule façon d'empêcher d'aller en bas, de traverser la cour des écuries et d'entrer par la porte du cottage. Et la prévention était la partie d'elle-même dont elle avait le plus besoin à ce moment-là. Ils dansèrent l'un autour de l'autre pendant les 4 jours suivants avec une formalité qu'aucun d'eux ne ressentait et que les 2 respectaient. Lucas ne vint pas à la maison. Évangeline n'alla pas aux écuries. Une fois au crépuscule, traversant la cour vers le jardin potager sous un prétexte impliquant des herbes, elle le vit s'élever steadfast pour l'exercice et ne s'arrêta pas. Lui non plus ne s'arrêta pas, mais sa main s'arrêta pendant un quart de battement sur la sangle quand elle passa, et Évangeline, qui avait appris à lire les silences d'une maison, sentit ce quart de battement contre sa colonne vertébrale pendant l'heure suivante. L'assemblée était à Reading. Lady Constance s'habilla d'une soie puce qu'elle avait portée 12 fois auparavant et d'une gerbe de grenades empruntée à une amie à qui elle n'avait pas parlé depuis 5 ans. Harriet portait prime vert. Évangeline,
par l'arrangement de sa belle-mère, portait une sévère soie grise destinée à la faire ressembler à une veuve convalescente. Elle portait en plus à son poignet le petit pistolet à plomb dans une réticule de soie. Lady Constance la plaça au bord de la salle de bal à côté du pianoforte et s'avança dans la pièce avec l'assurance joviale d'une femme sur le point de faire une bonne soirée de travail. Elle travailla la pièce soigneusement pendant les 3/4 d'heure suivants. Elle salua Lady Moore. Elle parla longuement à Sir Arthur Douay. Elle reconnut la femme du vicaire. Elle attendit. Évangeline pouvait sentir qu'elle attendait que la salle s'épaississe d'assez de témoins pour que l'annonce porte. À 9h15, Lady Constance éleva légèrement la voix, pas en criant, juste assez, mes amis, si je puis vous demander un moment d'attention. Les danseurs ralentirent. Le quadrille se termina sur une mesure irrégulière. Les musiciens, sur le signal de Lady Constance, posèrent leurs instruments. Je dois, le cœur lourd, annoncer une affaire privée qui est devenue, par accident de notre petite société, publique. Ma belle-fille Évangeline Ashburn a épousé mardi dernier en 15, sans mon consentement et en défi de toutes les règles de la décence, un jeune homme de mes écuries, un certain monsieur Luke Smith. Il est, je crois, du Somerset. J'ai été trop affligé ces 10 derniers jours pour parler de l'affaire. J'en parle maintenant seulement parce qu'une rumeur persistante, mise en circulation je comprends par certains de mes domestiques, a commencé à suggérer que ce mariage était béni et devrait être reconnu et que moi-même. Elle marqua une pause. Elle était une interprète consommée. Elle laissa la pause s'étirer. Était complice. Je dois, en simple défense de mon propre caractère, déclarer clairement que le mariage était une fugue conduite sans ma connaissance, que ma belle-fille a été sous mon toit ces 10 jours non pas comme une épouse mais comme une convalescente souffrant d'épuisement nerveux et que le mariage, étant une fugue d'une héritière avec un domestique, est invalide selon les termes du testament de son défunt père qui interdit le mariage en dessous de la condition de gentleman sans le consentement des fiduciaires, dont le consentement, à mon grand regret, je suis la vivante et seule autorité. La salle était parfaitement silencieuse. Je ne lui imposerai pas une annulation si elle consent à se retirer de la société de manière permanente. J'ai un cottage en Cumbria. Elle pourra y vivre en privé avec une allocation de 100 livres par an. L'affaire s'arrête là. Je demande seulement que aucun d'entre vous n'étende à elle dans les jours et les années à venir l'hospitalité que vous m'avez si gentiment étendue. Lady Constance se tourna lentement vers Évangeline. Ma chère, dit-elle, comprenez-vous? Évangeline s'avança. Elle ne haussa pas la voix. Elle ne l'avait jamais haussée. Elle y avait renoncé à 13 ans. Je vous comprends parfaitement, belle-mère, dit-elle. Je vous ai parfaitement comprise pendant des années. Puis-je parler? Je ne vous ai pas invité à... Je parlerai. Évangeline se tourna vers la salle. Mesdames, messieurs, certains d'entre vous connaissaient mon père. Un ou deux d'entre vous, je crois, connaissaient ma mère. Mon père était vicomte Ashburn. Il nous a été enlevé en novembre 1816 sur la route d'Oxford dans son propre carrosse, le 7e jour après qu'il se soit plaint pour la première fois à Mrs. Perry, notre nourrice, d'une douleur dans le bras gauche et d'un goût étrange dans son chocolat du matin. Ma belle-mère avait été mariée avec lui 3 ans et demi. Lady Constance dit sèchement, vous ne. Je le ferai. Mrs. Perry est en ce moment dans la maison du colonel Pelham, le magistrat, dont beaucoup d'entre vous connaissent la demeure. Elle a fait une déposition au colonel à 3 heures du matin le 13 de ce mois. Dans cette déposition, elle a témoigné que le cuisinier servant à mon père ses derniers repas a été payé par ma belle-mère la somme de 12 livres le 8 novembre et la somme de 8 livres le 15. 12 livres, mesdames, c'est beaucoup d'argent pour un cuisinier. Le cuisinier en question a quitté ce pays pour l'Irlande le 23 novembre de cette année-là et n'est pas revenu depuis. Un murmure, petit et incertain, commença au fond de la salle. Au cours des 9 années depuis la mort de mon père, ma belle-mère a vendu de cette maison l'argenterie Ashburn, le second portrait de Van Dyck, les perles de ma grand-mère, le pianoforte de ma mère que beaucoup d'entre vous ont admiré au petit déjeuner que mon père donnait autrefois, et la jument grise que mon père m'a ramenée en 1812, qu'il avait payée personnellement et qui était inscrite dans le livre du domaine sous mon nom personnel et non sous celui du domaine. Elle a en outre, au cours des 9 derniers mois, tenté d'extorquer 30 000 livres à la duchesse douairière de Winterbourne par le moyen d'une lettre falsifiée que j'ai en ma possession ce soir. Et elle a, au cours du dernier mois, tenté de m'empoisonner lentement avec une infusion de digital dans mon thé du matin. J'ai la boîte.
Le colonel Pelham à mon témoignage et celui de Mrs. Perry. Lady Constance avait lentement tourné, visiblement, à une couleur très proche de celle de sa robe puce. Ceci est. Commença-t-elle. Ceci est une fille démente, mesdames et messieurs, qui a. Non. Evangeline la regarda. Ceci est la fille de John Ashburn. Et j'aimerais, avant d'aller plus loin, vous présenter le gentleman que j'ai épousé le 3 avril dans notre chapelle familiale devant les yeux d'un prêtre et de ma cousine Harriet et dont le nom ma belle-mère avait l'intention d'utiliser contre moi ce soir. Elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. Les portes au fond de la salle de bal s'ouvrirent. Lucas les franchit. Il n'était pas en manteau de garçon d'écurie. Il était en habit de soirée bleu d'une coupe extraordinaire, culotte blanche, cravate blanche nouée avec une précision qu'Evangeline n'avait pas été autorisée à voir jusqu'à ce moment, et des bottes qui avaient été polies par un valet. Il portait à la gorge le diamant Winterbourne, une pierre de la taille d'un œuf de rouge-gorge monté en argent, qui avait été porté à chaque couronnement depuis 1714. Il portait au petit doigt de la main gauche le sceau Winterbourne. Il remonta toute la longueur de la salle de bal. Il ne se hâta pas. Il ne regarda pas Lady Constance. Il s'arrêta devant Evangeline. Il s'inclina devant elle d'une profonde révérence formelle, lente, sans hâte, et lui offrit sa main. Votre grâce. Votre grâce. Il se redressa. Il se tourna enfin vers la salle. Mesdames et messieurs, je suis Lucas Edmund Winterbourne, 10e duc de Winterbourne. J'ai épousé Miss Evangeline Ashburn dans sa chapelle familiale le 3 avril sous une licence dont la rédaction a été payée avec quelques difficultés par sa belle-mère. Je l'ai fait sous le nom de Luke Smith parce qu'à l'époque j'étais employé comme garçon d'écurie dans la maison de Lady Constance Ashburn pour enquêter sur une série de crimes qui, grâce à la coopération de mon épouse et à la patience du colonel Pelham, ont maintenant été pleinement établis. Le colonel Pelham est dans l'embrasure derrière moi. Les constables de Reading sont dans le passage derrière lui. Lady Constance Ashburn, Madame, vous êtes sous mandat pour l'empoisonnement du vicomte Ashburn en 1816, la tentative d'empoisonnement de Miss Mary Perry le 15 avril de cette année, et la falsification de la lettre Winterbourne. Je vous suggère de coopérer. La salle est pleine, et vous n'apprécieriez pas l'indignité supplémentaire d'une poursuite. Lady Constance prit une inspiration pour répondre. Elle ne le fit pas. Le colonel Pelham, le magistrat, apparut dans l'embrasure du fond dans un manteau sombre, s'éclaircit la gorge et commença à descendre la ligne de la salle de bal du pas mesuré d'un homme qui avait arrêté des criminels plus compétents que celui-ci et en arrêterait d'autres après elle. Lady Constance s'effondra, le visage blanc et le dos raide, dans une chaise que Sir Arthur Douai, sans la regarder, poussa en avant avec son pied. Harriet Ashburn s'évanouit sur la prime vert satin. Personne ne la rattrapa. Elle atterrit doucement. Les constables emmenèrent Lady Constance par la porte latérale à 21h47, selon l'horloge au-dessus de l'orchestre qu'Evangeline regarda avec une fixité qu'elle ne se connaissait pas. Quand la porte se fut refermée, il y eut un silence de peut-être 3 respirations. Puis Sir Arthur Douai, qui avait connu le père d'Evangeline, se tourna vers l'orchestre et dit d'une voix de commandement imperturbable, « Une valse, s'il vous plaît. » Les musiciens, étourdis, obéissants, levèrent leurs instruments. Lucas, qui n'avait pas lâché la main d'Evangeline, lui offrit maintenant son bras. « Votre grâce. Votre grâce. » Ils sortirent sur la piste. Ils dansaient, découvrit Evangeline, exactement comme il faisait tout le reste, avec compétence, sans fioriture, et avec une concentration sur sa partenaire qui rendait le reste de la salle sans importance. Sa main était stable à sa taille. Son autre main berçait la sienne aussi soigneusement que si ses os étaient faits du cristal du lustre. À mi-chemin du 2e tour, il murmura contre sa tempe. « Si vous vous évanouissez, duchesse, je serai très déçu. » Je n'ai aucune intention de m'évanouir. Harriet a revendiqué ce privilège pour nous deux. J'ai remarqué. Je me souviendrai de son sacrifice. Lucas. Oui. Je ne vous ai pas remercié. Ni vous ne le devriez. Vous ne me devez aucun remerciement pour avoir retiré une meurtrière de votre table du petit déjeuner. Vous me devez beaucoup de discussions sur le chapitre suivant, qui pourra être plus difficile à négocier que ce chapitre ne l'a été. Difficile. J'habite dans le Wiltshire. Ma maison contient, entre autres inconvénients, une mère âgée, une bibliothèque de 32 000 volumes, un personnel de 60 personnes,
un intendant dont la désapprobation à mon égard s'exprime quotidiennement par la forme de son sourcil, et un chat de cuisine qui vous rejettera pendant 6 semaines avant de vous pardonner. Vous trouverez tout cela extrêmement incommode, et vous, je l'espère, dirigerez chaque partie exactement comme il vous plaira. Je ne sais pas encore comment diriger un duché. Personne ne le sait. On apprend en le dirigeant mal et progressivement moins mal. J'ai appris pendant 4 ans. Vous pourrez avoir 1 mois ou 2 d'avance sur moi. Elle rit contre son épaule au milieu de la valse. Le lustre, les dames qui regardaient, la belle-mère partie. Tout cela recula en un doux bourdonnement. Je voudrais lire votre bibliothèque. Je l'avais supposé. J'ai préparé un fauteuil avec une très bonne lampe. Je voudrais Mrs. Perry installée dans l'aile de la gouvernante. Déjà arrangé. Je voudrais Steadfast dans le paddock. J'ai fait clôturer le paddock depuis janvier. Elle se recula d'une fraction pour le regarder. Depuis janvier? J'ai été, Evangeline, prudemment optimiste depuis janvier. La valse tourna. Il la rapprocha à nouveau. Son souffle était chaud à son oreille, et à 10h15 le 17 avril, dans les salles supérieures de l'Assemblée du Pelham Arms à Reading, la nouvelle duchesse de Winterbourne dit quelque chose contre l'épaule de son mari que personne dans la salle ne put entendre, et le duc, après une pause réfléchie au milieu de la piste devant 62 témoins, baissa la tête et l'embrassa précisément et une fois sur la tempe comme une signature sobre. Ils ne retournèrent pas à la maison Ashburn cette nuit-là. Lucas avait pris des chambres au Pelham, de suite reliées par un salon privé parce que le duc de Winterbourne ne pouvait pas se permettre d'être vu occuper la chambre de son épouse en public devant la société qui, 3 heures auparavant, l'avait cru une imposture. La bienséance devait être jouée pendant 6 semaines au moins. Ensuite elle pourrait être remise au grenier où le duc la gardait habituellement. Evangeline s'assit dans le salon dans sa soie grise, les cheveux à moitié défaits, les pantoufles enlevées, les pieds ramenés sous elle sur un sofa couvert de soie, et but un petit verre de brandy que Lucas lui avait versé sans demander. Le feu avait été préparé 1 heure plus tôt par une femme de chambre qui avait fait la révérence 5 fois en sortant de la pièce. Les braises s'étaient maintenant installées en une lueur rouge profonde, et le chauffe-lit en cuivre près de l'âtre attrapait la lumière du feu comme un second, plus petit soleil. Une seule lampe sur la table à cartes jetait un cercle d'ambre sur la laine bleue du tapis. La fenêtre à guillotine avait été laissée ouverte d'une largeur de main. À travers elle venait le petit son frais de la ville d'Avril. Une voiture dans la grand-rue. Un chien sous une porte d'écurie. Une cloche d'église sonnant le quart de minuit avec la dignité lente particulière d'une ville de campagne qui va se coucher. Elle dit expérimentalement qu'elle était une duchesse. Lucas acquiesça qu'elle l'était. Elle dit qu'elle ne savait pas encore comment signer son nouveau nom. Il lui dit qu'elle s'entraînerait, sa mère lui apprendrait, et que sa mère avait 13 variations de la signature et une favorite pour chaque jour de la semaine. Evangeline leva son verre et tourna la lumière du feu à l'intérieur. Elle dit lentement qu'elle n'avait pas pensé à une belle-mère dans un sens pratique. Lucas lui dit que sa mère l'adorerait, qu'il écrivait à la douairière depuis le 14 février, que la suite rose au 2e étage était en préparation depuis le 17, et que sa mère pleurerait certainement quand elle la rencontrerait, parce que c'était l'habitude de sa mère, et qu'Evangeline ne devait pas en être alarmée. Evangeline tourna le verre de brandy entre ses doigts. Elle dit son nom. Il attendit. Elle lui rappela tranquillement sans lever les yeux la promesse qu'il avait faite dans le cottage la première nuit quand il avait dit qu'il ne la toucherait pas jusqu'à ce qu'elle le demande. Il dit qu'il s'en souvenait. Elle demanda s'il l'avait pensé. Il dit qu'il l'avait pensé. Elle demanda s'il le pensait encore. Chaque heure de chaque jour depuis, Evangeline, vous n'avez eu qu'à demander. Elle posa le verre sur la petite table à côté du sofa. Je demande, dit-elle. Il traversa le salon en 3 enjambées, s'agenouilla sur le sol devant le sofa pour la 2e fois de leur mariage, pour la 2e fois de sa vie, et prit son visage entre ses mains. Ses pouces effleurèrent la ligne de sa mâchoire avec la même attention soigneuse qu'il avait autrefois utilisée pour tester son pouls. Il ne l'embrassa pas encore. Il la regarda comme un homme qui avait attendu une grande distance pour une chose et était déterminé à ne pas précipiter l'arrivée. Son nom, quand il le dit, sortit tranquillement. Il lui demanda de le dire à nouveau, et elle le fit. Elle lui demanda, s'il vous plaît, votre grâce, touchez-moi. Je vous aime. Sa voix était basse, très basse, et tout à fait stable. J'aurais dû le dire il y a 11 jours dans la voiture. J'aurais dû le dire il y a 3 jours dans le salon du colonel Pelham.
J'aurais dû le dire ce soir sur le sol de l'assemblée au milieu de la valse. J'attendais que vous soyez libre. Vous êtes libre. Je vous aime. Elle lui dit alors qu'elle l'aimait aussi. Il commença à dire autre chose, la forme conditionnelle d'un avertissement de Marie, la vieille voix d'officier de cavalerie ressurgissant dans sa gorge, et elle le coupa avec ses propres termes, exposés clairement, à la manière d'une rose d'acier dressant le traité d'une paix qu'elle avait l'intention de garder. Si elle changeait jamais d'avis, elle l'en informerait. S'il lui cachait jamais à nouveau une vérité, elle empoisonnerait son thé. Les règles du mariage étaient simples, et elles ne deviendraient pas compliquées. Notez, duchesse. Il l'embrassa, pas une fois, pas brièvement, pas prudemment, avec enfin tout le poids de chaque semaine où il ne s'était pas permis de l'embrasser du tout. Ses mains trouvèrent l'arrière de son cou. Le verre de brandy, négligé sur la petite table, attrapa la lumière du feu et la jeta sur le mur en une lente bande ambrée. Après un long moment, un très long moment, elle retrouva sa bouche. Elle dit son nom dans le creux de son épaule, et quand il fit un petit son interrogateur contre sa tempe, elle lui dit tranquillement qu'elle ne savait pas comment être une duchesse. Il se recula à cela. Sa main était chaude contre sa joue. Sa voix avait, elle le remarqua pour la première fois, pris au bord un ton légèrement rauque. Elle avait été une duchesse pendant 11 jours, lui dit-il. Elle avait été une duchesse depuis qu'elle avait 13 ans. Elle comptait ses respirations quand elle avait peur. Elle refusait d'abaisser sa voix et refusait de l'élever. Elle brodait mal exprès et sauvait de vieilles femmes de meurtrières en chemise de nuit. Elle était, dit-il, dans chaque os de son corps, la duchesse de Winterborne. Le nom rattrapait toujours. Il le faisait toujours. Il lui avait fallu 4 ans, elle le ferait en 5 minutes, parce qu'elle était plus intelligente que lui et l'avait toujours été. Il lui demanda alors, très simplement, de venir au lit. Elle vint. 6 mois plus tard, par un matin de fin d'automne, quand les feuilles de hêtre dans le parc de Winterborne avaient pris la couleur de son anneau de mariage doré, et que la première gelée était sur les pavés de la cour des écuries, Evangeline se tenait à la porte de la cuisine de la maison Ashburn restaurée en robe de travail et bottes boueuses, regardant Mrs. Perry sortir une miche du four. La cuisine, 6 mois plus tôt, était une pièce grise et froide avec une bouilloire en fer blanc et une seule cuisinière non allumée. Elle était maintenant une pièce jaune chaude avec 2 cuisinières, un rail à casserole en cuivre, une vraie boîte à sel, et un râtelier en bois au-dessus du dressoir sur lequel 12 des miches de Mrs. Perry refroidissaient chaque matin pour les travailleurs du domaine. Les dalles avaient été refaites. La grande poutre à travers le plafond, chêne, noircie, affaissée en mars, avait été relevée par une paire joyeuse de charpentiers en juin, et courait maintenant à niveau, ornée de bouquets séchés de romarin, de sauge et de thym. 3 murs blanchis étaient devenus 4 murs blanchis. Une fenêtre qui avait été condamnée pendant 5 ans avait, par un matin chaud de juillet, été rouverte sur le jardin potager. La lumière tombait maintenant à travers le verre en losange sur la table de pain récurée dans un motif qui changeait avec le vent dans le pommier dehors. Le pommier était nu ce matin. Ces petits fruits durs avaient été cueillis 10 jours plus tôt et remplissaient maintenant 3 barriques à la cave. Un rouge-gorge travaillait la terre ramollie par le gel à ses racines. La cuisine sentait le pain chaud et la lavande que Mrs. Perry gardait dans un pot en grès vert sur le dressoir parce qu'elle disait qu'une cuisine sans lavande n'était pas une cuisine, seulement une pièce où l'on se trouvait à cuisiner. C'est une miche étonnamment compétente, nurse. Elle devrait l'être. Je fais des miches dans cette cuisine depuis 1796. Ce serait une honte pour l'institution si je n'avais pas appris en 30 ans. Vous êtes de très bonne humeur ce matin. Je le suis. Je serai de plus mauvaise humeur après le déjeuner quand votre mari voudra sans doute discuter à nouveau du drainage italien. Il veut discuter du drainage partout. C'est son sujet favori après les chevaux. Oui, dit Mrs. Perry en posant la miche sur la planche. J'ai remarqué, votre grâce, qu'il est le plus heureux en bottes basses et dans une écurie. On ne s'y attendrait pas d'un duc, mais on s'y attendrait de vous. Je prends du réconfort dans cette union. Evangeline sourit. Elle ne répondit pas. Elle descendit la boîte de camomille de l'étagère, une boîte qui ne contenait maintenant que de la camomille, parce que la boîte de digital avait été remise comme pièce à conviction du procès, et mesura 2 cuillères dans la théière. 2 tasses. 2 tasses. Il reviendra du paddock sous peu, alors. Je l'espère. Il le fit. Elle entendit ses bottes sur les pierres de la cour avant de le voir. Elle ne se retourna pas. Elle était, réalisa-t-elle, en train de compter,
pas de 5 à rebours, ce qu'elle avait abandonné en avril, mais de 1 an avant, une habitude qu'elle apprenait encore et qui lui convenait beaucoup mieux. Évangeline. Lucas. Il entra par la porte de la cuisine, de la boue sur ses bottes, l'odeur des écuries sur son manteau. Ses yeux gris attrapèrent la lumière de la cuisine. Sa main, celle qu'elle avait mémorisée 11 jours après leur mariage et n'avait pas cessé de mémoriser depuis, se referma autour de sa taille quand il passa. Légère comme un rappel. Steadfast à mi-bas. Elle ne l'a pas fait. Elle l'a fait. Poulain brun foncé, une liste blanche. Elle est grise et le poulain est brun. Et le palefrenier est choqué. Je ne suis pas choqué. Son père était un bai. Quand, 40 minutes plus tôt, je suis venu vous chercher. Mrs. Perry, pouvons-nous voler la miche? Ou nous poursuivrez-vous avec une cuillère en bois? Je ne vous poursuivrai que jusqu'au seuil, votre grâce. Prenez la miche. Prenez votre femme. Laissez-moi la bouilloire. Ils prirent la miche. Ils sortirent par la porte de derrière et traversèrent la cour, passèrent devant la basse fenêtre du cottage de travers qui avait autrefois été celui d'un palefrenier et était maintenant, sur ordre d'Évangeline, une petite pièce sèche pour ranger les harnais, et entrèrent dans l'obscurité chaude de l'écurie où Steadfast, 12 ans et entièrement satisfaite d'elle-même, se tenait au-dessus d'une petite créature brune, pliée comme un parapluie mouillé sur la paille. Évangeline s'agenouilla. Le poulain leva une tête trempée et étonnée. « Bonjour, dit-elle. » Lucas s'agenouilla à côté d'elle. Son épaule effleura la sienne. La miche de pain reposait dans un seau à fumier entre eux parce qu'ils avaient tous les deux oublié qu'ils la tenaient, et aucun n'avait pensé où la poser. « Eh bien, duchesse. Eh bien, votre grâce, comment allons-nous l'appeler ?» Elle réfléchit. Elle regarda le poulain, puis son mari, les yeux gris stables, le pouce calleux reposant légèrement sur la barre de la stalle, l'homme qui avait autrefois frotté sa jument en bras de chemise, et dit sans surprise, « Miss Ashburn », et elle pensa à un cottage en avril, et une chandelle sur un coffre, et un seul mot murmuré. « Grâce, dit-elle. » Lucas rit doucement dans sa poitrine, un rire qu'elle avait entendu 6 fois maintenant et dont elle n'était pas pressée d'arrêter d'entendre, et n'eut pas, pour une fois, le dernier mot. Si cette histoire vous a tenu compagnie jusqu'à la fin, laissez-moi une ligne dans les commentaires, juste le moment où vous avez expiré, le moment où vous avez su qu'elle irait bien. Je lis chacun d'eux. Et si vous voulez rester pour le prochain feu, le prochain cottage, la prochaine duchesse, la cloche ci-dessous est chaude. Et j'allumerai une autre chandelle vendredi. Bonne nuit, amis.